Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear and Greed de neutralité sur 52, le Social Index à fond sur Up, les ordres de marché ce matin 10h15 que j'enregistre l'émission, plutôt en recherche de vente modérée. Aujourd'hui, début de semaine avec un week-end où il ne s'est rien passé et globalement on attend que le marché montre ses cartes. Voilà, c'est un petit peu la conclusion à laquelle je viens, c'est ok, on a bien latéralisé, on n'a bien rien fait, même les alts étaient un petit peu timides, un petit peu on va chatouiller les highs, un petit peu on redip et on va nulle part en mode chop, ça veut dire découpage. Alors est-ce que lundi, première killzone, première session européenne, c'est maintenant que les cartes vont être montrées? C'est pas sûr du tout et il y a de fortes chances qu'on ait un petit peu le début de semaine, une petite indication de ce qui va se passer en début de semaine à partir de cet après-midi, 15h30 chez vous, c'est-à-dire à l'ouverture de l'Open de New York. Voilà. Pour moi, il y a peu de chances d'être déjà sur une fin de mouvement haussier parce qu'on sort d'un W weekly. C'est une pattern qui est très puissante. Et également, non, je voulais remettre ici, en daily. Et également, ce que je vais ajouter, c'est qu'on n'a connu aucune divergence baissière et William n'a connu toujours aucun état d'enfoncement. Enfin, ici, on est juste venu en état de stupidité légèrement, mais il n'y a pas d'état d'enfoncement. Ça, pour moi, c'est pas annonciateur d'une fin de tendance, honnêtement. Donc, pour moi, il n'y a pas de fin de tendance ici. Et rapidement, court terme, que des dips possibles et des continuations haussières, mais pas une fin de tendance et une reprise baissière, pour l'instant. Court terme, toujours de la consolidation également, ça se voit bien ici. En termes de momentum, alors, on a... Bon là j'ai plein de trucs affichés, mais en gros pour faire très simple, en 4 heures il faudrait venir casser ici pour récupérer un momentum haussier, ok. Par contre si on vient casser ici, on confirme bien momentum baissier, et donc là on pourra retrouver des attaques baissières et revenir tester en gros la zone des 44 200, 44 900 $. Si on a le W, donc en gros qu'on vient casser ici, comme je vous ai dit, à ce moment-là ça peut réouvrir les portes à revenir tester la résistance à 48 700 $, 48 000 $, 47 500 $ environ. J'aimerais faire remarquer qu'on a encore un gap en weekly qui n'a pas été bouché. Il n'a pas été bouché, donc il y en a qui vont considérer que la mèche c'est considéré que c'est bouché. Mais le fait qu'on ait hésité, qu'on ait fait un doji ici, donc une chandelle d'hésitation, qu'on n'ait pas rebouché avec un corps de chandelle, ça pourrait très bien nous amener, et ça paraît réaliste, le fait qu'on ne soit pas envolé directement. Parce qu'en général, un gap à la sortie d'un breakout, c'est ce qu'on appelle un breakaway gap. C'est-à-dire ça s'enfuit, grosse injection de volatilité, on s'en va. Je pense qu'il est très clair qu'à un moment, on ira ici. Mais pourquoi pas se faire une petite semaine rouge qui aille boucher ici avec un corps de chandelle. Bon, c'est à peu près l'idée que j'ai. C'est pas sûr que ça soit le cas. Mais je dirais que l'hésitation actuelle... et le fait que le sentiment ait déjà commencé à switcher, ça pourrait être un dernier bear trap, décourager les longs tardifs. Ça pourrait être intéressant de voir ici une chute dans les 44 000, 43 000. Ça serait pas étonnant en fait. Ça serait pas étonnant. Sur Ethereum, donc là c'était le sujet du jour, contrairement au BTC. On voit que TH a fait un nouveau plus haut pendant le week-end. Donc là, déjà, on va décaler la RLZ. On prend ceci et on va chercher la mèche la plus haute. On lock et on va bouger le rectangle. Comme ceci. Et hop, c'était déjà pas mal mis. Voilà. Et ici. Et on décale. Parfait. Et bien sûr, on n'oublie jamais d'enregistrer parce que ça, au début, je le faisais, mais avec les années, maintenant, je fais plus l'erreur. Mais sinon, des fois, on fait des analyses pour rien. C'est chiant à chaque fois de tout refaire. Alors, on a fait un nouveau plus haut à 3533 $ et 70 centimes. Donc là, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et comme je l'expliquais, la chose la plus importante, on a réussi à faire de nouveaux plus hauts, contrairement au BTC. Donc là, le TH, là, les nouvelles zones donc de rechargement sont donc au niveau du premier arrêt, les 3008 $. Hein, donc en plus, il y a les chiffres ronds donc, qui sont très importants. Donc là, c'est vraiment encore une fois très très puissant. Si on est amené à descendre, le TH, mais il a son premier arrêt au niveau des 0,382 et surtout les 3000 $ pour tenir. En termes de sentiment au niveau des spreads,
On a retrouvé des spreads négatifs, que ce soit sur FTX, Bybit, OKEx et toujours Binance. Donc ce qui signifie toujours un sentiment plutôt négatif sur le Bitcoin, hein. Les gens ont vite peur quand ça dip. Par contre, il y a un sentiment de confiance sur les alt, donc c'est pour ça qu'on sort les acheteurs sur alt, justement, et qu'on a fait justement le dip de jeudi ou vendredi dernier, donc ici le 31 mars. Donc c'était quand ça? C'était jeudi, ouais. Et du coup sur Ether, pareil. OKEx spread négatif à nouveau, FTX pareil, Bybit pareil, Deribit neutre, et Binance toujours négatif. Donc ce petit dip ici a permis justement de récupérer des spreads négatifs sur FTX également. Donc plutôt encourageant, ce qui signifie qu'en termes de sentiments, les gens sont pas hyper bullish, ok. Et c'est plutôt une bonne chose, ça facilite les choses, ok. Donc les dips permettent de nettoyer les alts, et les dips sur le Bitcoin sont assez intéressants pour rentrer à des prix assez intéressants. Tant qu'on ne perd pas ce niveau, ici il n'y a pas de problème, on devrait assister à de la continuation haussière. Maintenant les alts m'amènent à penser qu'un dip pourrait arriver, histoire de peut-être revenir au moins juste ici, histoire de nettoyer les alts. Ok, si ça n'arrive pas, tant mieux, et à ce moment-là, le BTC peut continuer de monter tranquillement. Ok. On va maintenant parler de la panique récente de la FMI. Et ça, tout simplement à cause des sanctions anti-russes qui pourraient bien accélérer la fin de l'hégémonie du dollar. La première fois qu'on avait eu vent des grosses craintes donc du Fonds monétaire international, à savoir le FMI, c'était après l'acceptation du Bitcoin comme monnaie légale au Salvador. Mais avec les récents événements autour de la Russie, l'inquiétude n'a fait que croître. Ceux qui n'ont pas suivi, le président russe avait déclaré qu'il allait peut-être accepter le Bitcoin comme moyen de paiement des ressources naturelles de son pays et qu'il n'accepterait plus le dollar. Donc littéralement, au lieu de porter un seul coup avec soit l'interdiction du dollar, soit la mise en avant du Bitcoin, il a réussi à en porter deux simultanément, de quoi faire trembler le FMI. On a d'ailleurs la première directrice générale du FMI qui a déclaré donc durant un entretien que le dollar restait la principale monnaie mondiale dans le paysage, mais par contre qu'on pourrait assister à des éclatements à de plus petits niveaux. Et elle ne s'empêche d'ailleurs pas de continuer de taper sur le Bitcoin ainsi que sur les autres crypto-monnaies. Elle va même jusqu'à déclarer qu'elle déplore le fait que les sanctions contre la Russie puissent accélérer donc l'avènement de la finance numérique. Et elle a même demandé à ce que les réglementations soient accélérées en matière de crypto. Selon elle, il y a un vide à combler et il faut apporter une attention très grande à ces événements donc concernant la crypto. C'est d'ailleurs plutôt paradoxal quand on sait qu'elle soutient fortement donc les monnaies numériques des banques centrales. Ça prouve bien que ce qui fait peur, ce n'est pas la technologie en elle-même, mais bien la perte de pouvoir des gouvernements sur les monnaies qui pourrait être induit donc par l'avènement de la crypto. Et c'est d'ailleurs plutôt intéressant quand on met ça en perspective avec le nombre d'institutionnels qui investissent massivement donc dans la crypto-monnaie. On espère en tout cas que ça va pas donner lieu à de nouvelles sanctions trop compliquées concernant la crypto. Avec Raphaël Bloch, avec la hausse du prix des matières premières gaz pétrole, la Russie pourrait toucher 321 milliards de dollars en 2022, soit presque 100 milliards de plus qu'en 2021. Après, le reste de l'économie russe, services et commerces sont à genoux. Et effectivement, et apparemment d'après pas mal d'experts géopolitiques, alors comme d'habitude c'est très difficile sur Internet d'essayer de déterminer le vrai du faux, etc. Il vaut mieux avoir une certaine neutralité avec ça, mais apparemment on en est clairement qu'au début de ça et pas au bout de nos surprises pour tout le côté énergétique. Ensuite, on passe sur le CME Group qui étudie la possibilité d'intégrer le Solana et le Cardano sur son marché à terme. Très bon signe pour ces deux cryptos, parce que si voilà, sont ajoutés par les CME Group, et ben, c'est que ça a été bien étudié derrière. Et le Solana aussi, que j'ai déjà montré au niveau graphique, mais qui est très intéressant. Et on passe tout de suite à l'histoire croustillante du jour avec une banque qui est condamnée à verser plus de 144 millions de dollars à une ferme de mining. La deuxième plus grosse banque italienne, Unicredit, a été condamnée donc par le tribunal bosniaque de Banja Luka dans son procès qui l'opposait à une ferme de mining de Bitcoin. En fait, la banque avait tout simplement décidé de geler les comptes de la compagnie de minage pour la simple raison que les activités étaient liées aux cryptos. Mais heureusement, cette discrimination n'est pas restée impunie. Et la ferme de mining a réussi à démontrer donc que cette fermeture, elle lui a coûté d'énormes conséquences. En fait, en clôturant ses comptes, ils ont entravé leur levée de fonds. Et par rapport à leur projet de start-up, donc dans le secteur du mining, la valeur des pertes elle a été estimée à plus de 144 millions de dollars. Et ça a été accepté par le tribunal. Par contre, Unicredit a fait appel. Mais si jamais la décision est confirmée, ça pourrait bien être une nouvelle jurisprudence en Europe donc concernant la crypto. Et c'est plutôt encourageant quand on sait qu'on a pas mal de banques qui sont pas du tout compliant vis-à-vis du secteur.
Un Bitcoin qui est actuellement à un fair value autour de 35 000 $, si ça peut vous donner une indication pertinente, puisque je repasse de temps en temps sur ce site qui vous donne tout simplement le prix intrinsèque, si on peut dire, le coût du minage d'un BTC. Ça fonctionne aussi pour les autres crypto-monnaies en Proof of Work. En tout cas ici, pour le BTC, on aurait un PFV qui pour l'instant est autour de 1.32, donc on n'est clairement pas complètement décorrélé de la réalité en ce moment avec un Bitcoin autour de 46 000. On est juste légèrement au-dessus, à peu près d'un ratio, si on prend la moyenne à 35, de plus 10, plus 11 000 $. Donc comme vous pouvez le constater aussi, lors du bull run, on s'en éloigne très largement, puisque on peut arriver, comme on l'a vu par le passé, à des PFV, quand on regarde comme ça sur All, on peut arriver à des PFV, notamment lors du dernier bull run, autour de 11.62, c'est-à-dire que par rapport au coût du prix électrique du BTC, la spéculation, le prix à un moment donné est 11,62 fois supérieur. C'était également le cas au bull run précédent, on était à 11,59. Sur ce bull run précisément, le pic a été atteint par ici autour de 5,24, c'est pour ça que ça laisse un goût d'inachevé, mais malgré tout on constatera que l'amplitude était tout aussi immense que ce qu'on avait eu à l'époque. Alors petit à petit, ça aussi c'est quelque chose à prendre en considération et qui est normal. Au fur et à mesure du temps, dans les prochaines années, faut pas s'attendre sur Bitcoin à faire les 500 000 ou 50 000% qu'on a fait par le passé. Plus il va capitaliser, plus il ira haut et moins on aura de volatilité à la fois à la hausse et à la baisse par la suite. Donc c'est un truc ça très intéressant à prendre en considération, je pense. Et d'ailleurs, vous pouvez constater que récemment, quand notamment en février, on avait touché le haut de ce bandeau, on a rebondi. C'est également arrivé fin février. Ici, on l'avait retouché début mars. Voilà, c'est quelque chose qui vous offre un support dynamique. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.